Ok. Antoine, je suis super contente de t'avoir sur mon podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Je vais te présenter en tant qu'entrepreneur. Du coup, tu as 24 ans, tu es entrepreneur, tu as monté plusieurs business, dont ton business actuel que tu as réussi à scaler jusqu'à 7 chiffres, je crois. Ouais, 7 chiffres. C'est hyper intéressant de suivre ton parcours, de voir un peu par où tu es passé. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas trop par quoi tu es passé, quel est ton parcours, ton histoire, je serais hyper curieuse que tu nous racontes qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre, qu'est-ce qui t'a amené à être là où tu en es aujourd'hui. Je trouve que ça donne une idée un peu plus claire du coup de Ouais, qui bien t'es. sûr, Ouais. de ouf. Moi, tout a commencé quand j'étais enfant. Tu vois, de base, j'ai grandi dans la région toulousaine. Et mon père avait un bon nom de travail. Il était manager des ventes dans l'industrie pharma. Et du coup, on a grandi dans de très bonnes conditions, ma famille, mes frères et moi. On partait en vacances tous les étés. Tu vois, je suis parti à Bali très jeune. J'ai fait la côte ouest des États-Unis. On avait une belle maison, on avait une piscine, on avait des quads, on avait des motos. Donc, on vivait vraiment dans de bonnes conditions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 13 ans, mes parents ont divorcé. Mon père a perdu son travail dans la foulée. Et qui dit perte de son travail, c'est perte de la voiture de fonction, perte du téléphone, perte de l'ordinateur, etc. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on n'arrivait plus à rembourser les crédits à la consommation qu'on avait contractés. Et on s'est retrouvé avec une maison à devoir revendre en urgence et à brader le prix. Et donc, ma mère et mon petit frère, on a déménagé dans un petit studio en banlieue. Moi, je dormais dans le lit avec mon petit frère. Ma mère, elle dormait sur le canapé. Et donc, c'est cette période, en fait, cette espèce de déclassement social, tu vois, je devais avoir 13 ans, où je me suis rendu compte de l'importance d'avoir de l'argent. Avant, j'avais pas capté, tu vois, parce que c'était les problèmes de mon père, c'était pas mon problème à moi. Mais là, j'étais vraiment face au fait. Et après, tu sais, les divorces, t'as souvent des complications aussi avec des avocats, des trucs comme ça, des frais à payer. Et donc, j'ai vraiment eu une période de 13 à 18 ans où je me suis rendu compte de l'importance de faire de l'argent. Et derrière ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu enfermé dans le sport, en fait. C'était un peu mon échappatoire. Je devais avoir 15 ans à l'époque. La première fois que je suis allé dans une salle de sport, c'est mon père qui m'y avait amené parce que je m'étais fracturé en fait, les 2 clavicules simultanément en jouant au rugby. Et petit à petit, en fait, en démarrant le sport, j'ai vu mon corps évoluer, j'ai vu mes performances augmenter. J'ai commencé par le CrossFit. Et un jour, je me suis fixé l'objectif de faire les CrossFit Games, donc c'est l'équivalent des championnats du monde. Et à partir de là, en fait, mon état d'esprit, il a switché. Je suis passé de m'entraîner pour progresser parce que je prends du plaisir, à m'entraîner pour devenir le meilleur et pour devenir un champion. Donc, j'ai commencé à faire preuve de beaucoup plus de discipline dans ma vie. Je me levais à 6h le matin, j'allais m'entraîner, j'allais en cours, entre midi et 2, je faisais mes devoirs. Le soir, je retournais m'entraîner parfois. Et suite à cette période de sport, je me suis fixé l'objectif de devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air française. Ma mère travaille chez Air France. C'était un peu le plan depuis petit que je devienne pilote. J'avais pas eu suffisamment des bons résultats scolaires. J'ai fait un bac scientifique, mais je suis pas rentré en prépa parce que j'avais pas le niveau pour faire maths sup, maths spé et derrière avoir les concours de l'ENAC, je le savais. Donc il y a une autre voie pour devenir pilote qui s'appelle la voie EOPN, élève officier du personnel navigant. Et en fait, c'est la voie que j'ai empruntée. Donc c'est des sélections qui sont sur 5 jours à Tours. Tous les jours sont éliminatoires, c'est un peu comme Koh-Lanta. Okay. Et en fait, moi j'ai passé les 5 jours de sélection. À la fin, tu as un entretien avec des pilotes, donc des questions assez difficiles. Ils te demandent si tu es prêt à mourir pour ton pays, si tu es prêt à larguer une bombe atomique si on te le demande. Tu vois, plein de trucs comme ça. Et au final, j'ai reçu ma lettre de convocation pour démarrer la formation militaire initiale. Il faut savoir qu'il y a toujours une sélection derrière, même après ces 5 jours. Parce que si t'es pas au niveau et s'ils considèrent que tu progresses pas assez vite, que tu apprends pas assez vite, ils peuvent te sortir de la formation. Mais du coup, j'ai reçu cette lettre d'intégration, c'était la période Covid, et j'ai 6 mois de délai. J'ai 6 mois d'attente entre l'intégration et le moment où je reçois ma lettre. Donc pendant ces 6 mois, je me dis putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et je commence à regarder sur YouTube des vidéos et je vois des jeunes de mon âge. T'avais quel âge à ce moment-là ? Là, j'avais 20 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Et je tombe sur des vidéos des jeunes de mon âge, tu vois, qui ont une vie très stylée, qui ont l'air libres, qui ont l'air heureux. Et donc, je commence à creuser un petit peu dans cet univers du business en ligne. Je regarde des vidéos, je regarde des formations, je commence à m'éduquer. Et puis, je commence à créer du contenu. D'abord sur TikTok.
et j'ai la chance que ça prend très rapidement parce qu'on est en 2020-2021, c'est la période où Covid, tu vois, le TikTok est encore assez récent, c'est plutôt facile d'avoir de la visibilité. Donc je commence à construire une petite communauté autour d'une passion que j'ai, qui est le sport. Puisque je me suis entraîné pendant des années au préalable, j'ai eu des bons résultats, et donc je partage quelques tips. Et en fait, moi, ma philosophie, elle était très simple. C'est que je me suis dit que j'allais construire une audience pour pouvoir faire des revenus passifs, tu vois, vendre des petits programmes de sport en parallèle de l'armée, pour pouvoir investir dans l'immobilier et rembourser un crédit ou quelque chose comme ça, et acheter un bien. Parce que voilà, je savais que c'était important d'investir et de se sécuriser étant assez jeune. Et au final, j'ai été assez surpris parce que ça a bien pris. Je choisis d'investir 2 000 € dans une formation en ligne. Donc là, ma mère pète un câble. Et je choisis en parallèle de ne pas aller à l'armée. Ok. Et comment Désolée de te couper. Je suis juste hyper curieuse parce que le choix que t'as fait à ce moment-là, je sais que ça a dû être un choix quand même difficile. Enfin, je me mets à ta place, j'imagine la pression, le fait de se dire peut-être que c'est le chemin le plus safe, le plus sécurisé que je puisse prendre. Comment t'as fait à ce moment-là pour prendre cette décision malgré le fait que peut-être que ta famille n'était pas à 100% OK avec ça? Ouais, c'est clair. Pour ma mère, c'était un rêve de voir son fils pilote, je le savais. Donc quand je lui ai annoncé, j'ai vu la déception dans ses yeux. Et moi, ça n'a pas été une décision facile à prendre. J'ai pris plusieurs semaines de réflexion, même peut-être plusieurs mois, parce que je n'étais pas du tout sûr de moi. Je savais que l'armée, c'était une voie sûre. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que pendant 10 ans, j'allais être enfermé dans un couloir avec une forme de liberté qui serait restreinte. Et moi, ce qui me faisait rêver, au travers de ma passion du vol d'ailleurs, de l'aéronautique, c'était la liberté que ça symbolisait, tu vois, de pouvoir voyager, de pouvoir partir un peu partout dans le monde. Et donc, avec le business en ligne, j'ai vu cette alternative et j'ai vu que je pouvais y arriver. Alors, j'ai pas tout quitté du jour au lendemain sans avoir eu de résultats, tu vois, je commençais déjà à faire des premières ventes, je commençais à avoir de la traction, mais c'est vrai que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Et mes parents m'en ont voulu pendant une période. C'est vrai ? Ça a créé des conflits. Mais une fois qu'ils ont vu que j'avais des résultats, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à me suivre. Mais au départ, ils me donnaient toutes les raisons du monde pour lesquelles ça n'allait pas marcher, pour lesquelles je me plantais. Et c'est vrai que quand je repense à cette période, c'était vraiment pas évident. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser un peu à la citation d'Alex Hormozy quand il parle du fait que son père avait un certain rêve pour lui et qui disait parfois tu dois laisser le rêve des autres mourir pour que le tien puisse naître, et c'est un peu ce que tu as vécu à un certain niveau. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que je pense que cette décision-là que tu as prise à ce moment-là, en plus tu étais hyper jeune, je pense que c'est le passage par lequel la plupart des gens ont du mal à passer. C'est ce truc de j'ai envie de prendre mon chemin, de lancer mon business ou de faire peu importe. Et je sais que les gens vont pas me comprendre ou je vais déplaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour toi dans le sens où... Comment tu l'as vécu à ce moment-là, cette transition de je fais pas ce que mes parents ont envie que je fasse, je fais ce que moi j'ai envie de faire, ce qui est juste pour moi. Comment est-ce que je l'ai vécu, cette transition ? Il y a eu une phase où je me suis senti assez seul et en fait, ça a créé une forme de pression où je savais que j'avais pas le droit à l'erreur. Et donc, c'est quelque chose, au final, avec le recul, qui a été positif. Sur l'instant, c'était pas évident du tout. Mais tu vois, ça m'a permis vraiment de m'enfermer dans une bulle et de travailler de la première minute de ma journée à la dernière, en étant au maximum aligné avec ce que je voulais. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ça a été de m'entourer de mentors virtuels. J'appelle ça des mentors virtuels. Tu vois, d'écouter des podcasts toute la journée de gens qui avaient déjà réussi ce que je voulais réussir et qui prouvaient que c'était possible. Complètement. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai changé mon environnement jusqu'à que mon ancienne réalité revienne, tu vois, que mes parents acceptent ce que je fais. Et après, tout s'est accéléré et ça a été, tu vois. Mais je suppose que toi aussi, à tes débuts, ça n'a pas dû être évident. Comment est-ce que tu t'es lancé, d'ailleurs ? Moi, je me suis lancée après avoir quitté un job de salarié que j'avais depuis 1 an et demi. Mais après, honnêtement, ça, c'est peut-être quelque chose qui a été un peu plus facile, entre guillemets, c'est que j'ai pas eu du tout de pression de ma famille. En fait, c'était limite si
ils étaient pas forcément très au courant de ce que je faisais, tu vois. Enfin, j'étais un peu dans mon coin à faire mon truc. Et ça, je pense que du coup, je me dis souvent que ça a été plus facile pour moi à ce niveau-là parce que j'ai pas eu des personnes qui avaient des attentes, en fait, envers moi. J'avais aucun ressenti de ma mère attend ça de moi ou mon père attend ça de moi parce que, après, je pense que c'est aussi parce que je me mettais tellement de pression toute seule que je pense qu'ils savaient que... Ouais, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Ouais. Mais je te suis sur Instagram et des fois tu mets ta mère en story et tout et j'adore, elle a l'air trop cool. Vrai, c'est adorable, elle est trop drôle. Ouais, elle a l'air c'est un amour, ouais, elle est trop drôle. Bah, franchement, ouais, j'ai eu de la chance qu'elle a été super... ça a été vraiment un soutien, tu vois. Et je pense que dans ces moments-là, on trouve des personnes qui nous soutiennent. Je me demande si toi, tu as eu des personnes comme ça autour de toi qui ont cru en toi ou bien est-ce que tu étais dans un... Ouais, j'ai souvenir. Alors, j'avais un groupe d'amis à l'époque et la plupart comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Il y en a peut-être 2, tu vois, qui sont toujours très proches de moi, qui, eux, pour le coup, ont toujours cru en moi. Et je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils devaient être un peu fous. Mais tu vois, j'ai une anecdote où le jour où je décide de poster ma première vidéo sur YouTube, j'en ai un des 2 au téléphone et je lui dis, mec, franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que tout le monde va se foutre de ma gueule. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté l'armée. C'était vraiment une bêtise. Et au final, il me dit, mais non, vas-y, poste-la. Je la poste et il se passe rien du tout. Et du coup, ouais, il y a eu quand même 2-3 personnes, tu vois, sur qui j'ai pu compter. Mais ouais, pas beaucoup. Ouais, je comprends. En fait, bah déjà, juste le fait d'avoir ces 2 amis-là, je trouve que ça a beaucoup de valeur parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de personnes comme ça autour d'elles. Je suis hyper curieuse de te poser cette question. Qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit et dans ton mindset pour que tu puisses avoir les résultats que tu as aujourd'hui, selon toi? Qu'est-ce qui a dû changer dans tes croyances, dans ton mindset? Pour retracer un peu, quand je lance mon business, 3 mois après, je fais 10K par mois. 6 mois après, je suis à 20K et je m'expatrie à Dubaï. Je continue pendant 1 an autour de 20-30K par mois de chiffre d'affaires, juste avec de l'organique. Je rentre dans le podcast sans permission et je lance ma nouvelle offre en septembre. Et là, sur le premier mois, je fais presque 100 000. Sur le deuxième mois, 150, 170, jusqu'à 400 000 le mois dernier. Ouais. Ce mois-ci, on va sûrement faire plus. Je pense que les switches que j'ai eus, ça a été de m'entourer de personnes qui avaient des résultats supérieurs aux miens et de me rendre compte que c'était pas sorcier, qu'ils avaient, en étant totalement humble, je dis ça, mais que c'était pas des super-héros. Et que, en fait, s'ils avaient réussi, c'était pas des surhommes, des génies. Ouais. Donc, s'ils ont réussi, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas aussi avoir ces résultats-là? Et donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup servi, c'est de m'entourer de personnes et de me rendre compte qu'en fait, elles sont comme moi et que si elles l'ont fait, je peux le faire aussi. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est hyper puissant ce switch, de s'entourer de personnes qui ont fait le chemin que tu veux prendre et de se rendre compte qu'en fait, elles sont exactement comme toi et qu'il n'y a aucune raison que toi, tu n'y arrives pas. Tu parlais tout à l'heure de mentors virtuels, de personnes qui t'ont inspiré. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être 3 personnes qui t'ont inspiré? Alors, avant de parler des personnes, il faut savoir que j'ai appris l'anglais quasiment uniquement en regardant des vidéos sur YouTube de personnes comme ça. Trop bien. Et je pense que c'est un skill qui est super underrated et sous-coté et que tous les Français devraient apprendre. Parce que moi, ça a radicalement changé le cours de ma vie. Donc, pour répondre à ta question, les mentors que j'avais en ligne, c'était principalement des gens comme Grant Cardone, Gary Vee, David Goggins. Tu vois, je pense... Ouais. C'est David Goggins pour le mindset, pour le fait de pouvoir transformer son identité, évoluer en quelque chose de nouveau à différentes étapes de sa vie. Grant Cardone pour l'aspect business et faire de l'argent. Et Gary Vee pour l'aspect social media, personal brand. Ouais, ils sont très bons. C'est aussi des inspirations pour moi, donc je trouve que c'est des belles références. C'est quoi tes inspirations à toi? Moi, je dirais Tom Bilyeu, je sais pas si tu vois qui c'est. Je le trouve hyper inspirant. Ed Mylett, j'adore ce qu'il fait. Alex Leila Hormozi, mais bon, ça fait peut-être plus 2 ans que je les suis, quelque chose comme ça.
Gary Vee, ça fait longtemps. Tony Robbins aussi, j'aime beaucoup certaines choses qu'il fait. Enfin, il y a pas mal de gens comme ça que je suis. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des Américains. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. On est très... du coup, je pense qu'on a un avantage compétitif quand on comprend l'anglais et quand on comprend que la plupart de la valeur qu'on recherche est chez eux. Et donc, t'apprends, c'est un accélérateur énorme, tout ce que t'apprends. Tout à l'heure, on parlait de sport et de l'impact du sport sur ta vie. Comment est-ce que le sport a transformé ton état d'esprit et comment ça a impacté les différents domaines de ta vie, que ce soit tes relations, ton business, ta vie de manière générale? Ouais. Alors, si on retrace un petit peu depuis le début, mon père était joueur de rugby, donc il m'a mis un ballon dans les mains très tôt. Et j'ai fait toute l'école de rugby au Stade Toulousain, dans la région toulousaine. Et durant mon parcours, je me suis fracturé 3 fois la clavicule à droite et 1 fois à gauche. Ce qui fait que autour de l'âge de 15 ans, j'étais plutôt frêle physiquement et j'avais pas confiance en moi en fait parce que je m'étais rendu compte que véritablement mon corps était pas fort, il était faible. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le CrossFit et que je me suis renforcé petit à petit. Et au fur et à mesure des séances, en fait, le coach de ma salle m'a pris sous son aile et il a placé beaucoup de confiance en moi. Il m'accordait beaucoup d'attention parce qu'il voyait que j'avais du potentiel. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me sentais redevable vis-à-vis de lui. Et petit à petit, j'ai commencé à adopter son mode de vie, ses habitudes. Il m'a mentoré. Donc j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mes routines. Et au cours du temps, j'ai vraiment construit une forme de discipline et de rigueur par l'intermédiaire du sport. J'ai aussi appris des valeurs comme tu vois, le dépassement de soi, le sens de l'effort, que je pense j'avais pas autant avant. Et puis voilà, donc j'ai continué comme ça pendant plusieurs années. En regardant derrière, au bout d'un moment, tu vois, j'ai vu les résultats sur le plan physique. Et c'était la manifestation, en fait, de tout ce qu'il y avait eu comme changement à l'intérieur, au niveau du mindset. C'est des trucs qui se transfèrent parfaitement au business, on en parlait tout à l'heure. Le fait d'être constant, tu vois, dans ce qu'on fait, le fait de continuer à fournir les efforts, même si on voit pas les résultats immédiatement. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup servi, moi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Et ça me fait penser à... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de changer d'identité, de changer ses croyances. Il y a un gros sujet autour de l'argent, je trouve, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et quand on sort d'une situation où peut-être que dans notre situation, on n'était pas dans un environnement qui valorisait l'argent ou qui avait une bonne image de l'argent. Comment est-ce que ta relation à l'argent, elle a changé depuis que tu t'es lancée? Et comment est-ce que tu as fait pour... Parce que je veux pas partir du principe que forcément tu étais dans un environnement où l'argent était mal vu, mais bon, si tu as grandi en France, il y a de fortes chances que ça ait été le cas. Ouais. Donc comment tu as fait pour transcender ça? Ouais, et ça a été à l'origine de nombreux problèmes qu'on a eu, tu vois, dans notre famille. Donc c'est vrai que j'avais un rapport à l'argent qui était assez difficile, je pense, au départ. Et j'avais beaucoup de croyances limitantes quand j'ai essayé de vendre mes premières offres. J'ai eu du mal au départ parce que je ne pensais pas que les gens pouvaient acheter des offres à plus de 1 000 €, par exemple, en ligne. Et donc, ça a été longtemps un frein. Et ce qui a changé mes croyances, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est le fait de continuer à essayer jusqu'à que ça finisse par marcher. Et je pense que le switch qu'il y a eu au bout d'un moment, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, l'argent, c'était juste un vecteur pour transmettre de la valeur et que la seule contrainte qu'on a, nous, c'est le volume de valeur qu'on est en capacité d'apporter aux autres. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit d'abondance où voilà, je peux apporter un maximum de valeur, je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux donner aux gens, il n'y a pas de raison pour lesquelles ça s'arrête ou il n'y a pas de raison pour lesquelles l'argent ne vienne pas à moi. Donc, je pense que tu vois, dans la première partie de ma vie, j'ai essayé de courir un peu après l'argent sans vraiment comprendre comment réussir. Et sur la deuxième partie, j'ai compris que je pouvais l'attirer à moi à condition que j'apporte suffisamment de valeur aux autres. Ok, trop intéressant. Et est-ce que tu as vu... Est-ce que
t'as observé une différence dans tes relations depuis que tu gagnes un peu plus d'argent et depuis que... Parce que les gens savent du coup combien tu génères. Je me demande, est-ce que tu remarques une différence dans tes relations à ce niveau-là? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont des blocages par rapport à ça. Peut-être qu'ils nous écoutent, ils ont envie de scaler leur business ou se lancer. Et ils se disent, oui, mais si je gagne beaucoup d'argent, je vais être exclue de mon groupe d'appartenance ou mes amis vont plus me voir pareil. Comment toi, tu l'as vécu? Ouais, c'est vrai que ça a fait une différence. Moi, je l'ai remarqué. Notamment avec les gens qui sont sur Dubaï. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, dans des events networking basiques, les gens ne me posaient pas forcément des questions. Là, aujourd'hui, je vois que j'ai beaucoup plus l'attention. Mais honnêtement, je ne l'ai pas mal vécu. Je pense que c'est aussi cool de pouvoir inspirer, tu vois, des gens. Après... ça n'a pas changé les relations que j'avais avec les personnes avant qui m'ont connu depuis toujours. Avec ma famille, c'est toujours pareil. Avec mes anciens potes, c'est toujours pareil. Donc, en soi, je pense qu'il y a forcément beaucoup plus de gens qui font les choses par intérêt. Ouais. Je le vois et je le sens, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que, tu vois, ils essaient de servir leurs propres intérêts. C'est juste qu'il faut arriver à filtrer entre les bonnes opportunités et les mauvaises. Mais... non, ça a été plutôt positif parce qu'en fait, les gens ont envie de s'entourer avec des gens qui réussissent. Ouais, ils ont envie de s'entourer avec des gens ambitieux, qui montent, qui évoluent. C'est humain. Moi, c'était la même chose. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai tout fait pour m'entourer. Enfin, j'ai tout fait pour essayer d'apporter un maximum de valeur aux gens et me retrouver dans des cercles qui me permettent d'évoluer et de grandir plus rapidement. Donc, je comprends toutes les personnes, tu vois, qui aujourd'hui m'accordent plus d'attention. Ouais, et c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le fait que je trouve ça intelligent de le voir comme ça, de se dire, j'ai envie de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Comment je peux faire pour m'entourer d'eux? Il faut que je leur apporte de la valeur, faut que j'apporte quelque chose, en fait. Ouais, ça, c'est hyper... Toi, tu as des conseils au niveau de networking, ouais. Comment tu t'y prends? Franchement... moi, ma philosophie sur ça, c'est... je suis peut-être pas la meilleure en networking parce que moi, ma vision des choses, c'est deviens quelqu'un d'inspirant, deviens quelqu'un qui va inspirer les autres et c'est comme ça que tu vas attirer des gens qui sont meilleurs que toi ou attirer des gens qui ont le même état d'esprit que toi parce que c'est ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, en fait. Plus je me dépassais, plus j'attirais ces personnes-là à moi. Mais après, l'autre chemin aussi, c'est de se dire, ok, je suis peut-être pas là où je veux être, mais je vais donner tellement de valeur. C'est un peu comme quelqu'un, tu vois, qui aurait envie de se lancer dans le podcast et qui a envie d'avoir accès à des personnes qui vont être, je sais pas, hyper intéressantes, qui vont avoir de la visibilité. Pour que tu puisses inviter ces personnes sur ton podcast, si, entre guillemets, t'as aucune visibilité, t'as rien vraiment de concret à offrir, tu peux te demander qu'est-ce que je peux apporter à cette personne. Peut-être que je vais lui apporter du contenu, des extraits pour ses réseaux sociaux. Donc, tu peux démarcher cette personne en lui disant tu peux réutiliser tout ton contenu sans avoir à me créditer. Je suis même pas dans l'histoire, dans le tableau. Et en faisant ça, je trouve que tu montres à l'autre ce que tu lui apportes avant de chercher à prendre. Et je pense que les gens font beaucoup l'erreur de vouloir prendre, en fait. Ils veulent prendre avant de donner, en fait. Et ils s'attendent à recevoir sans donner, tu vois. De ouf. Et ça, je trouve que c'est une grosse erreur. De ouf. Moi, quand je suis arrivé à Dubaï, c'est, je pense, un truc que j'ai mis en place directement. Tu vois, je suis tombé sur Iman Gadzhi à la salle de sport dans laquelle j'étais, peut-être que tu connais. Bien sûr. Et tu vois, au début, forcément, je n'osais pas trop aller lui parler. Et je pense que ça devait être la 3e fois où je le croise. Et je me dis, bon, allez, il faut que j'aille lui parler. Et je voyais qu'il avait des objectifs sur le plan sportif, qu'il avait envie de progresser en entraînement fonctionnel, en crossfit. Et moi, j'avais pas mal d'expérience là-dedans. Donc, je l'ai proposé de le coacher totalement gratuitement plusieurs fois par semaine. 3 fois par semaine, on se retrouvait. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, on a construit une forme de confiance parce que il savait que, en soi, mon business se portait bien. J'avais pas besoin d'argent. Il savait aussi que
j'avais pas l'intention de tirer parti profit de cette situation. Tu vois, il y a aucune story de moi et Iman qui a fuité sur les réseaux. C'est vrai. Je nous ai jamais filmés ensemble parce que j'ai toujours essayé de lui apporter un maximum de valeur sans rien attendre en retour. Et je pense que, comme tu l'as dit, c'est le meilleur moyen de construire une relation de confiance avec quelqu'un très tôt. Et comme tu l'as dit aussi, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils essaient de se survendre ou qu'ils essaient de vraiment servir leurs propres intérêts avant de servir ceux des autres. Et c'est difficile d'avoir cet état d'esprit de te dire, si vraiment j'apporte de la valeur à la personne, tôt ou tard, ça finira par me revenir en bon. Mais tellement. Et je trouve que c'est hyper smart ce que tu as fait. Et c'est audacieux aussi, en fait. C'est audacieux et intelligent parce que tu vois, en fait, là où la personne pourrait avoir besoin de toi, là où tu pourrais lui apporter quelque chose, et tu lui donnes gratuitement en te disant que de toute manière, ça reviendra sur ton chemin d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai ce que tu dis, je pense que la plupart des gens comprennent pas ça. Ouais. Et vraiment, c'est un truc de fou. Et tu vois, je me demande comment t'as appris ça. Est-ce que c'est des choses qu'on t'a apprises ou est-ce que... Je suis très curieuse de savoir comment ça t'est venu, ça. Je pense que c'est deux choses. C'est d'abord l'éducation de ma mère, qui, elle, a été la figuration et l'incarnation de ces valeurs-là, de donner avant de recevoir. Elle a toujours... Ma mère, c'est la personne la plus gentille que je connaisse. Elle a toujours essayé, tu vois, d'arranger les gens, de les aider quand elle pouvait, etc. Et à chaque fois que j'avais ce comportement-là, moi aussi, ben, elle me félicitait. Tu vois, j'avais l'impression de gagner la Coupe du Monde à chaque fois que j'aidais un de mes camarades ou autre. Elle était trop fière de moi. Donc, je pense que ça, tu vois, très tôt, ça m'a mis sur ce chemin. Et ensuite, la deuxième chose, ce qui m'apporte beaucoup de confiance, c'est, je pense, le fait que je crois en Dieu. Parce que en ayant la foi, je sais qu'il y a une forme de justice. Et donc, je sais que si je répands le bien autour de moi, il y aura forcément du bien qui me reviendra. Genre, c'est un truc, je le crois au plus profond de moi parce que je crois en Dieu. Donc, c'est un truc qui me sert pas mal. C'est trop... Je trouve ça génial que t'en parles parce que moi aussi, je crois en Dieu et je pense que c'est quelque chose de super important à... Tu vois, je trouve que ça, on n'en parle pas du tout dans ce domaine-là, en tout cas. Et c'est hyper intéressant de voir que, du coup, la foi, c'est quelque chose d'important dans ta vie. Ouais, de ouf. Toi, ça t'apporte quoi, la foi ? Moi, déjà, ça me permet de prendre du recul sur les choses qui m'arrivent et de savoir que parfois, on est un peu dans notre vie terrestre, dans notre vie d'être humain et on se déconnecte énormément de ce qui est plus grand que nous, en fait, et de ce qui compte vraiment. Et je pense vraiment que ce qui compte, c'est pas forcément ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, enfin, ce qui est tangible, tu vois. Le nombre d'abonnés qu'on peut avoir, tout ça, c'est génial. Moi, j'adore ce jeu-là, je trouve que c'est incroyable. Mais ce qui m'impressionne, moi, c'est vraiment ça, c'est cette capacité à se connecter à quelque chose de plus grand que nous et de suivre cette voie, parce que je pense qu'on a tous quelque chose en nous, tu vois. Je pense que, tu vois, tu le ressens en toi à un certain niveau, tu as un appel, tu as envie de faire quelque chose et tu as envie de servir les autres. Et je pense que la foi, ça nous aide à ce niveau-là à rester ancrés et à se rappeler de ce qui est vraiment important, je pense. Ouais, carrément d'accord. Carrément d'accord. Sur la notion de prendre du recul, tu sais, tu m'as demandé tout à l'heure comment est-ce que j'ai fait pour faire la transition de pilote chemin tracé à entrepreneur en ligne. Ben, durant toute cette période de réflexion et de chaos, moi, j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans la foi et en priant parce que justement, j'avais cette prise de recul, tu vois, et je me disais, dans le pire des cas, si tu regardes vraiment les choses de manière macroscopique, quel peut être le pire scénario, tu vois. Et donc, à partir de cette période-là, j'ai commencé à prier, alors que de base, tu vois, j'ai même pas été baptisé en étant petit. J'ai commencé à prier, aller à la messe régulièrement, etc. Et à chaque fois, je ressortais avec un sentiment de paix intérieure. Je me sentais bien. Mes problèmes disparaissaient, entre guillemets. Et donc, j'ai persévéré un petit peu dans cette voie. J'ai pris des cours. Et au bout d'1 an et demi, je me suis fait baptiser à la Pâque. Et moi, ça a changé ma vie de croire en Dieu. Tu vois, durant toute cette période très chaotique de transition où j'étais pas sûr de moi, je me suis beaucoup reposé sur ça, je me suis beaucoup appuyé sur Dieu, sur la prière, et ça m'a grave apporté. Ouais,
Ça me parle trop ce que tu dis. Parce que moi, je pense que ça m'a sauvée. Ah ouais? Vraiment. Ouais, complètement. Et il s'est passé plusieurs choses dans ma vie où c'était beaucoup trop précis pour que ce soit un hasard, en fait, Ouais. tu vois. Et c'est fou à quel point c'est incroyable. Toi, qu'est-ce que t'as eu comme expérience qui t'ont rapproché de Dieu? Moi, ça a été plus beaucoup de réconfort que j'ai pu ressentir. Euh, j'ai été très touché par de nombreux témoignages de personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont expliqué, eux, ce qu'ils ont vécu pour le coup. Et ça a un peu, je pense, dans un premier temps, attiré ma curiosité. J'ai aussi fait pas mal de recherches sur, tu vois, les miracles qui ont eu lieu au cours de l'histoire à Lourdes, etc. Et donc, tout ça, ça a vraiment attiré ma curiosité dans un premier temps. Ouais. Et après, ça a été plus de l'ordre du ressenti. Lorsque j'étais proche de Dieu et lorsque je remettais ma confiance et que j'avais la foi, ben, je me sentais grave bien en fait. Et donc, je voulais pas perdre ce sentiment, donc j'ai continué là-dedans jusqu'à me faire baptiser. Et je pense que le jour de mon baptême, ça a été très spécial. Alors, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, avec des mots, mais quand tu vois, le prêtre m'a mis l'eau sur la tête et sur la nuque, j'ai eu comme un sentiment qui m'a traversé tout le corps, mais physiquement, je l'ai senti, d'amour et de bienveillance et de bien-être. Et j'étais comme si j'étais ailleurs, tu vois, pendant l'espace d'une fraction de seconde. Et je pense que je n'oublierai jamais ce moment. Et c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti de ma vie avant. Et donc, ça n'a fait que renforcer ma foi, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce sentiment, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense que c'est un sentiment qu'on pourrait peut-être ressentir plus régulièrement, mais c'est difficile à atteindre, je pense, parce que ça demande une connexion tellement profonde et présente. Et je sais pas pour toi, je me demande, est-ce que tu arrives à rester présent? Non, je pense que je suis pas très bon à rester présent. J'ai essayé la méditation. Je pense que j'ai dû tenir l'habitude pendant plus d'1 an, tu vois. Mais je trouve ça tellement difficile à tenir dans le temps. Et j'aimerais, tu vois, faire l'effort d'être plus là dans l'instant. Mais je suis toujours dans la projection, dans le prochain truc, dans le rush. Ouais. Et toi, moi, c'est pareil. Pareil. Non, exactement pareil, ouais. Mais l'époque de ma vie où je méditais beaucoup, c'était probablement la période de ma vie où j'étais la plus heureuse, où j'avais ce sentiment d'amour, tu sais, c'était incroyable. J'avais ce sentiment d'être connectée à tout, en fait. Ouais. Tu vois, et d'être... Et en fait, c'était une période où la mort me faisait plus peur. C'est hyper intéressant comme ressenti. Contrairement à aujourd'hui où je pense que c'est un gros sujet pour moi. Okay. Mais ouais, à cette époque-là, c'était... Qu'est-ce qui faisait que tu avais moins peur de la mort ? Parce que je pense que j'étais tellement connectée, je me sentais tellement connectée au divin que j'étais très consciente que, en fait, ce corps, c'est juste une enveloppe. Et pour moi, on transitionne tous, en fait. Pour moi, c'est vraiment juste... on change de forme. Et je ressentais cet amour, tu vois, cet amour qui est immortel et qui est impossible à détruire, en fait. Et j'avais ce sentiment d'être connectée à cet amour-là, et que même si un jour je partais ou mes proches partaient, que ce truc-là, il était intouchable, tu vois. Ce que je ressens pas toujours aujourd'hui quand je suis pas aussi connectée, tu vois. Ouais. C'est drôle, tout ce que tu dis, ça me parle de ouf. C'est vrai ? Ouais, je te jure. C'est incroyable. Je l'ai vécu aussi et ouais, ça me parle de ouf ce que tu dis. Bah, je pense que c'est une chance de le ressentir et de le vivre parce que tout le monde le vit pas, je pense. Et c'est important qu'on le partage aussi, je pense. Très important. Parce que moi, je me rappelle, tu vois, quand j'étais plus jeune, qu'on parlait de religion, de Dieu, tout ça, j'ai l'impression que les gens étaient un peu fous et qu'ils balançaient du bullshit. Et je pense que c'est important que nous, on fasse notre part du travail. Parce que si on a la chance de ressentir cette connexion, il faut que les autres puissent le savoir. Parce que peut-être que
eux aussi, en faisant ce cheminement-là, ils s'apercevront par eux-mêmes et ils se rendront compte de tous les bénéfices qu'ils peuvent retirer d'avoir la foi. Complètement. Ouais, c'est vrai. Sans faire tu vois, sans les radicaliser ou quoi. Non, Mais bien sûr, mais c'est trop vrai. Et finalement, Mais finalement, c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui est quand même difficile, je trouve, à aborder. ouais, Est-ce que tu parles de ça? Parce que je t'ai pas vu trop parler de ça. j'essaie d'en parler. Je le fais pas de manière, je le fais probablement pas de manière suffisamment régulière, mais j'ai pas envie de spammer les gens non plus, tu vois, avec le fait que je crois en Dieu. J'ai déjà fait quelques réels sur le sujet, j'en ai parlé dans quelques vidéos YouTube, mais c'est vrai que je pourrais peut-être l'afficher un peu plus et en faire plus la promotion parce que c'est quelque chose qui m'aide énormément. Ouais, moi, je trouve que ça... Je trouve que ça nous connecte aux autres, de savoir que, tu vois, tu crois en Dieu, bah... Tout de suite, je ressens plus de connexion avec toi. Et je pense que c'est pareil avec les gens qui te suivent ou qui me suivent. Oui, Tu vois, mais je pense que c'est un sujet difficile à aborder parce que il peut être hyper clivant et hyper polarisant pour les gens. c'est très personnel et ce qu'il y a avec les religions, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'interprétations qui sont possibles. Avec Oussama, tu vois, on a souvent le débat parce que lui, il est plutôt contre les religions. Pourtant, il a fait un gros travail de recherche sur la Bible, sur le Coran, tu vois, il s'est beaucoup intéressé. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles. Il y a l'école numéro 1 qui va prendre au pied de la lettre tout ce qu'il y a écrit dans le livre sacré. Et à partir du moment où tu respectes pas le livre sacré, t'es une sorte de mécréant. Moi, j'ai une vision un peu différente de ça. Je pense pas que c'est soit tu suis le livre sacré, soit tu le suis pas. C'est plus un continuum, à quel point est-ce que tu vas le suivre. Et que la finalité, c'est ce que ça nous apporte, en fait. Et en quoi est-ce que ça nous transforme, en quoi est-ce que ça fait de nous de meilleurs hommes. Donc, souvent, tu vois, t'as ce truc de, putain, si je vais dans la religion, il va falloir que je fasse tout ce qu'il y a d'écrit de A à Z, sinon je suis pas un bon religieux. Mais en fait, on se rend bien compte que du pape à la personne qui va à la messe tous les dimanches, à la personne qui croit en Dieu en privé, il y a quand même un gap qui est assez important. Et donc, je pense que moi, c'est ma philosophie, être un bon catholique, religieux, peu importe ce en quoi on croit. C'est avant tout en quoi est-ce que notre foi nous transforme et en quoi est-ce qu'elle fait de nous de meilleures personnes. Ouais, c'est vrai. Faut pas trop se mettre la pression en fait, parce que sinon, tu vois, t'as trop une barrière à l'entrée de te dire oh, mais ça me parle pas, vas-y, je vais pas le faire. Ouais, c'est vrai que la plupart des gens, je suis d'accord avec toi, ils se mettent la pression et ils se disent que si ils répondent pas à toutes ces règles de manière hyper carrée et parfaite, c'est qu'ils sont pas légitimes à s'y intéresser ou à faire l'expérience de ça, en fait. Mais comme tu dis, finalement, c'est même pas une question de règles, c'est une question de comment est-ce que je vis cette expérience et comment est-ce que je peux me connecter à ce qu'il y a de plus grand que moi, à ma manière aussi, parce que je pense que chacun vit sa religion ou ses croyances à sa manière. Mais comme tu dis, la finalité, c'est la même pour tout le monde. C'est apprendre à être quelqu'un de meilleur, apprendre à ressentir cet amour et à le propager autour de soi. Et en fait, c'est ça qui compte. De Voilà. ouf, de ouf. Trop intéressant, franchement. Ouais, Hyper c'est cool intéressant. de parler de ça. Ouais, c'est trop bien, ça fait du bien. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que ta vision du succès, elle a changé ces dernières années. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le succès ? Je te pose cette question parce que je pense que, bah, tu vois, rien que le fait de parler avec toi, là, je vois que tu as une réflexion quand même assez profonde et que la foi, c'est quelque chose d'important pour toi. Il y a plein de choses qui ont l'air d'être des sujets assez profonds pour toi. Comment est-ce que tu vois le succès aujourd'hui par rapport à, par exemple, il y a 3 ans ou 4 ans ? Je pense qu'il y a 3 ans ou 4 ans, j'avais des objectifs très clairs et je voyais pas plus loin. Tu vois, je voulais devenir millionnaire, je voulais faire plus de 100K par mois avec mon business, je voulais tout ça. Et là, aujourd'hui, maintenant que j'ai atteint tout ça, en fait, j'ai une petite phase, tu vois, après avoir atteint tous ces objectifs, un peu désorienté, où je savais pas en fait quelle était la suite et la finalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ma vision de la réussite, ça revient un petit peu à la foi au final, c'est honorer la chance que j'ai d'être en vie, la chance que Dieu m'a donnée, et pour le glorifier et pour le remercier de toute la confiance qu'il a mis en moi. Mon devoir, c'est d'exploiter l'intégralité de mon potentiel, sur tous les plans. Donc c'est un peu, tu vois, la nouvelle philosophie, le nouvel axe que j'essaie de prendre. Au-delà de juste me fixer des métriques financières,
C'est aussi, tu vois, comment est-ce que moi je peux devenir une meilleure personne, comment est-ce que je peux évoluer, comment est-ce que je peux apprendre plein de choses, comment est-ce que je peux avoir plus d'impact sur les gens autour de moi. Et là, avec mon business, j'ai pris du coup un nouvel axe, j'ai formulé une nouvelle vision à terme que j'aimerais atteindre. C'est le fait d'apporter une alternative au système éducatif traditionnel. Parce que, tu vois, j'ai fait quelques recherches sur les écoles de commerce, par exemple. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les 20 dernières années, le prix des écoles de commerce, il a augmenté de 300%. Il a triplé. Là où les salaires en sortie ont augmenté de seulement 30%. Donc, faut pas être un génie, tu vois, pour voir que la courbe est pas bonne, qu'il y a une augmentation des coûts et que les salaires ne suivent pas derrière. Ce qui fait qu'on a de plus en plus d'étudiants, tu vois, de notre génération, qui sortent d'études avec des crédits, des crédits étudiants qui vont devoir rembourser sur des années et des années, qui ont triplé. À côté de ça, on voit que en France, on est champion du monde des impôts, que les coûts augmentent, l'alimentation, l'immobilier, tu vois, les transports. Et donc, en fait, là, j'ai l'impression qu'on a notre génération qui est en train de s'enfermer petit à petit dans un schéma de vie qui va devoir les forcer à travailler uniquement pour rembourser des crédits, parce qu'en fait, on ne nous l'a jamais appris, ça, plutôt. Il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui dit que le prix des écoles de commerce a augmenté de 300% et que, tu vois, leur chiffre d'affaires, ils sont en ligne. C'est des dizaines et des dizaines de millions de chiffres par an. Et donc, moi, ce que je veux faire aujourd'hui avec mon business, ce qui me motive vraiment, c'est de pouvoir apporter une alternative à tous ces gens-là. Le marché de l'éducation traditionnelle, il est en train de décroître petit à petit. Donc, les gens ouvrent les yeux sur le fait que le retour sur investissement n'est plus le même que ceux que nos parents avaient eu à l'époque. Et au contraire, le marché de l'e-learning, ce qu'on fait nous, à vendre des formations, du savoir, des compétences, c'est en pleine croissance. Ça prend 40 milliards par an. Forbes, ils annoncent que le marché sera valorisé à 325 milliards en 2025 et 375 en 2026. Donc, tu vois, la croissance, elle est vraiment balèze. Et en fait, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent pour des gens qui ont des compétences, qui aimeraient les monétiser, qui aimeraient vendre sous la forme de formation ou de coaching, des choses qu'ils ont appris eux. Et donc, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on passe d'un système éducatif qui est centralisé, qui a du mal à s'adapter, tu vois, aux nouvelles technologies, etc., à un système décentralisé, avec plein d'acteurs indépendants qui auraient la liberté de pouvoir enseigner leurs passions, leurs compétences, et de pouvoir devenir libres par cet intermédiaire, plutôt que de rester esclave du système. Complètement. Et je trouve que c'est une très, très belle mission, parce que je suis complètement d'accord sur ça. Pour le coup, je trouve que investir des dizaines de milliers d'euros par an dans une école de commerce, je trouve que c'est un investissement. Et c'est fou, tu vois, de se dire que les gens n'ont pas peur de faire ça, mais ils ont peur de mettre 3 ou 4 ou 5 000 euros dans une formation. C'est incroyable quand même. C'est fou. Alors que c'est quelqu'un qui est passé par le chemin. C'est vraiment quelqu'un qui t'enseigne le chemin, qui est passé par ce chemin, qui a déjà eu les résultats, qui te dit, tiens, je vais te donner le plan d'action, le truc à faire étape par étape pour que toi aussi tu puisses le faire. Et là, c'est difficile, 3 4 000 euros, c'est trop. Mais par contre, 10 ou 15 000 euros pour avoir sur son CV le nom d'une école de commerce, c'est pas un problème. C'est fou. C'est incroyable quand même. Et moi, ce qui me choque encore plus, c'est la réputation. C'est-à-dire que les écoles de commerce, les gens se battent, ils payent leurs frais d'inscription pour pouvoir avoir leur chance, tu vois, d'avoir leur diplôme dans cette école. Alors que la réputation des gens qui vendent des formations en ligne, c'est que ils sont malhonnêtes, tu vois. Alors que si tu compares la finalité, ce système-là, il enferme toute une génération d'individus dans un truc qui les dépasse et dont ils n'ont même pas conscience. Et au final, ils se jettent eux-mêmes dans la gueule du loup. Et ce côté-là, il essaie Alors, pas tout le monde est bon, hein, évidemment, dans ce côté-là. Il y a aussi des gens qui sont des fraudes. Mais dans l'ensemble, je pense que les conséquences négatives de ce système-là sont bien pires que celles de ce que nous on fait. À 100%. Mais je suis curieuse du coup de savoir comment toi, tu l'as vécu, le fait que dans ce domaine-là, il y ait une forme de réputation il y a beaucoup de charlatans, etc., dans la formation en ligne. Comment est-ce que... Parce que je trouve que c'est important d'en parler et de parler de ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer, vraiment, hein, mais qui ont peur de ça, qui ont peur d'être catalogués comme quelqu'un de malhonnête ou qui vend du rêve, etc. Comment toi, t'as fait pour ne pas laisser cette réputation-là
ternir ta réputation à toi, parce que je trouve quand même que tu as un très bon personal branding. Merci, c'est gentil. Non, vraiment, ça, je te jure. C'est gentil. Ton personal branding, il inspire confiance, en fait. Merci. Et ça, je trouve que c'est vachement important, surtout dans ce domaine-là. Comment tu as fait pour que ça n'impacte pas, justement, ta manière à toi de fonctionner ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai toujours essayé de faire preuve du maximum d'authenticité que je pouvais à mon audience. Il faut savoir que sur toutes les émotions qu'un humain peut ressentir, celle qui a le spectre le plus élevé, qui a la fréquence la plus élevée, c'est l'authenticité. Donc les gens connectent énormément avec le fait d'être authentique. Ça, je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé pour pouvoir inspirer la confiance et me détacher de cette image du vendeur de rêve. Moi, j'ai jamais dit à mon audience qu'ils pourraient devenir millionnaires en 90 jours en claquant des doigts et en appuyant sur 2 boutons sur leur clavier. À chaque fois que j'explique mon histoire, j'explique que les 3 premiers mois de mon business, j'avais pas dit. J'ai pas eu de copine pendant plus d'1 an et demi parce que j'étais hyper focus. Et que réussir en ligne, c'est difficile, c'est comme tout. On est dans un marché, il y a de la concurrence, il faut se battre, il faut travailler dur, il faut faire preuve de discipline. Et je pense que, tu vois, arrêter de faire croire que c'est facile, que tout est beau, tout est rose, c'est un truc que les gens apprécient et qui me détache un petit peu du reste. Après, il y a aussi le fait que tout ce que j'apprends aux personnes, c'est quelque chose que, d'une part, j'ai fait pour moi-même dans un premier temps, ce qui fait que je suis absolument convaincu que ce que je fais fonctionne. Mes clients le ressentent et mes clients ont donc des résultats. Et à partir du moment où mes clients ont des résultats, et que beaucoup de mes clients ont des résultats, c'est que faut bien se rendre à l'évidence que ça fonctionne, tu vois. Alors, faut être honnête, ça fonctionne pas pour 100% des gens. Parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, qui vont mettre plus ou moins d'implication dans le process, qui vont plus ou moins se donner, qui vont aussi avoir plus ou moins de croyances limitantes. Il y a toujours un spectre. Mais ce qui est important, c'est de voir les choses à long terme. Et ça, on n'en parle pas assez parce que, tu vois, tous les deux, on est jeunes, on est libres, on a une forme de liberté. On a une forme de, on a une forme de richesse, tu vois, sur le plan financier. Et quand on voit ça sur les réseaux sociaux, on peut vite avoir tendance à se comparer et à se dire putain, mais pourquoi est-ce que moi j'en suis pas là ? Regarde comment lui il vit, et regarde comment moi je vis. Et un des trucs, je pense, qui m'a beaucoup servi quand je me suis lancé, c'est que j'ai toujours vu les choses à très long terme. J'étais prêt à publier du contenu pendant 3 ans et pas avoir de résultats, et tirer des conclusions uniquement après 3 ans. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs de formation qui promettent des résultats très très rapides et très très élevés. Et en fait, ça nuit aux attentes des gens, et ça, c'est problématique. C'est tellement, mais tellement, tellement vrai. Et ce que tu as dit sur le fait que tu penses à long terme, ça, c'est, je pense, un des... Franchement, j'aimerais tellement que les gens comprennent ça, à quel point c'est puissant de penser long terme, au lieu de se dire ah bah ça marche pas, ça fait 3 semaines que j'ai essayé, bah du coup j'abandonne, c'est pas fait pour moi, tu vois. Ouais. Mais comment toi Ouais, dis-moi. En fait, j'ai l'impression qu'en pensant à plus long terme, tu t'enlèves beaucoup de pression. Exactement. Et du coup, tu passes beaucoup plus facilement à l'action parce que tu te dis, en fait, si je regarde les choses sur 3 ans ou sur 10 ans, si véritablement je suis constant dans ce que j'entreprends, c'est obligé que je vais progresser, c'est obligé que je vais devenir meilleur. Tu vois, moi, je te donne un exemple tout bête. Pour apprendre le closing, apprendre à vendre, j'avais aucune compétence de base. Je me suis dit que j'allais prendre un maximum d'appels sur une période de 6 mois. Et donc, en fait, ça faisait que j'avais pas du tout de préqualification. Je prenais même des ados de 14 ans uniquement pour comprendre comment est-ce que la psychologie humaine fonctionnait. Et avec le volume, avec la répétition, je me suis dit, sur un intervalle à 1 an, je sais que je vais progresser en vente. Je sais que je vais devenir un meilleur vendeur que ce que je suis à l'heure actuelle. Et ça, c'est hyper important, en fait. Ça fait une grosse différence. Mais complètement. De pouvoir avoir un état d'esprit, growth mindset comme ça. Mais ça fait toute la différence pour moi. Mais toute la différence. C'est de comprendre le pouvoir de la répétition, le pouvoir de penser long terme et le pouvoir aussi de voir des patterns et d'apprendre et d'être un élève dans tout ça, tu vois. C'est de se dire, OK, pendant 1 an, je prends des calls de closing et comme tu as dit, j'étudie le mécanisme de la psychologie humaine et je vois les patterns qui se jouent. Qu'est-ce qui se répète ? Et j'étudie ça et je comprends pourquoi est-ce que du coup j'arrive à closer là, pourquoi est-ce que ça marche pas là. Et ça, c'est vraiment hyper puissant. C'est pas juste de répliquer un truc et de
d'appliquer un peu un truc que tu as appris, parce que tu peux très bien apprendre, je sais pas, sur YouTube, tu vas sur YouTube, tu peux apprendre un peu les bases du closing, mais c'est de comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi tu poses cette question à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu rebondis sur ce truc-là de cette manière-là. Et ça, je pense que je suis complètement d'accord. Ça t'enlève tellement de pression de te dire où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on est assez jeune quand même. Mais... c'est clair. Je pense que c'est ultra important que nous, on le rappelle et que ouais, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'ai été ultra indulgent sur les résultats que j'allais obtenir à court terme et ultra exigeant sur les actions que je réalisais au quotidien. Ouais. Et c'est la combinaison des deux, en fait, qui fait que quand tu te retournes sur le chemin qui a été parcouru, tu as l'impression que tout a explosé d'un coup, alors qu'en fait, c'est plein de petites choses mis bout à bout qui ont fait une grosse différence et d'un coup, ça explose. Complètement. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose qui, je pense, est vachement important pour les personnes qui se lancent et qui sont dans l'accompagnement, tu vois. Le fait d'accompagner des personnes, et je te dis ça parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, mais qui ont peur de ne pas avoir les résultats qu'ils veulent avec leurs clients. Comment, toi, tu gères le fait qu'il y ait des clients qui ne soient pas forcément investis, qui ne passent pas à l'action, qui soient déconnectés, en fait? Ouais. Et comment est-ce que tu le gères et est-ce que tu arrives aujourd'hui à te détacher de ça? Alors, il y a plusieurs étapes. La première, je pense, elle se joue en amont. Elle se joue dans l'offre qu'on va réaliser et le pricing qu'on va adopter. Parce que lorsque les gens payent et investissent, ils vont forcément déjà être beaucoup plus attentifs à l'information qu'ils vont recevoir. Et personne n'aime perdre de l'argent, donc ils vont être beaucoup plus enclins à implémenter ce qu'ils vont apprendre. Ouais. Donc la première chose, je pense, c'est d'avoir un pricing qui investisse émotionnellement nos clients pour qu'ils passent à l'action. Ensuite, la deuxième chose, ça va structurer au niveau de la manière dont on les accompagne durant ce cheminement. Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai lancé mon offre, j'avais mis en place des coachings de groupe et je me rendais bien compte que c'était pas suffisant et qu'il y avait des gens qui avaient vraiment besoin d'être pris par la main et d'avoir une forme d'accountability au quotidien. Et du coup, par-dessus ça, j'ai rajouté des coachs qui, en one-one, ont pour rôle de converser sur WhatsApp avec les clients pour savoir si ils avancent bien. On leur demande aussi, tu vois, de publier à chaque étape du process, de faire une sorte en fait, de devoir qu'ils doivent nous rendre pour que nous, on leur fasse des feedbacks dessus et qu'on puisse mesurer leur évolution et la temporalité à laquelle ils évoluent. Et je pense qu'en ayant implémenté ces choses-là, ça m'a bien servi. Et après, l'autre composante, c'est aussi l'aspect communauté. Ouais. Tu vois, si les gens sont entourés de personnes qui se bougent, ben, ils vont être beaucoup plus enclins à passer à l'action. Après, malgré tout ça, il y a toujours des gens qui, malheureusement, n'ont pas de résultats. Et c'est frustrant. Ce qui est important, je pense, c'est de prendre des feedbacks et d'essayer de voir où est-ce que ça a pêché, pourquoi ça a pêché. Et on se rend souvent bien compte. Alors, moi, je suis quelqu'un qui prend vraiment la responsabilité de beaucoup de choses, mais on se rend souvent bien compte que les gens qui ne réussissent pas, et ils l'admettent eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne se sont pas investis à fond dans le processus et ils n'ont pas mis toutes les chances de leur côté. Et tu vois, on n'est pas là pour vendre du rêve. Peu importe le domaine dans lequel on veut réussir, que ce soit le sport, le business ou quoi, si à un moment, tu ne te donnes pas les moyens de réussir, bah, ça ne va pas se faire tout seul. Donc je pense qu'il faut prendre du feedback, parce qu'il y a des retours qui sont intéressants. Mais après, il ne faut pas se torturer non plus, parce que on peut pas sauver tout le monde, quoi. Ouais, on ne peut pas sauver les personnes qui ne veulent pas être sauvées. Exactement. Mais ouais, mais c'est trop, je trouve ça génial. Et je me dis, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un de tes élèves qui part de zéro et qui réussit à générer ses premiers milliers d'euros? Qu'est-ce que tu te sens comment quand tu vois ça? Ça me fait trop plaisir. Ouais. Je me dis que j'ai une réelle utilité parce que faire beaucoup d'argent, c'est cool. Ça permet d'avoir beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Mais quand tu rajoutes le kiff de faire beaucoup d'argent avec le kiff d'avoir un impact positif sur la vie de tes clients et un réel impact, tu vois, vraiment changer leur quotidien. J'ai un client qui a payé une croisière à sa mère, tu vois.
Waouh, Et ça, c'est trop stylé. Ouais. Et il m'a remercié, tu vois, il était grave content. Et donc, cumuler les deux kiffs de faire de l'argent plus impacter les gens, c'est trop incroyable. valorisant. Et ça donne du sens, je pense, à nos vies. Complètement. Parce Toi, que c'est quoi que tu ressens? moi, c'est pareil, c'est le fait de me dire... en fait, je pense que dans mes clients, je vois une version de moi d'il y a quelques temps, tu vois, qui avait vraiment, vraiment envie... ça revient un peu à la discussion qu'on a eue sur la foi. C'est... Moi, j'avais ce sentiment profond et vraiment intouchable que Dieu a mis quelque chose là-dedans et que c'est ma responsabilité d'en faire quelque chose. Et j'ai toujours eu cette peur du potentiel inassouvi. Ça, c'est ma plus grande peur, c'est ça. C'est vraiment de me dire... ça me terrifie qu'il reste quelque chose, en fait. Et je pense que pendant des années, j'ai tellement souffert de ne pas trouver le chemin, la manière dont je pouvais exprimer ça et dont je pouvais me sentir utile et tu vois, mettre à profit ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et je pense que ce qui me touche le plus, c'est de me dire, dans ces personnes que j'accompagne, elles ressentent la même chose, elles ont envie d'exprimer quelque chose, elles ont envie d'être utiles, elles ont envie d'avoir de l'impact. Elles ont aussi envie d'être libres financièrement, parce que pour moi, c'est aussi hyper important. Et de les voir prendre cet épanouissement, cet essor-là, c'est quelque chose ouais, je pense que c'est incroyable comme sentiment. Ouais, je suis 100% d'accord. Ouais. Et c'est hyper valorisant. Pour nous, quand on se retournera sur notre vie, on regardera pas combien on a sur notre compte en banque, on regardera combien de vues on aura transformé. Donc, je pense que c'est la finalité. Ouais, tu penses à ça, tu penses à... Oui, je relais au taquet avec... je relais beaucoup avec ce que tu dis. Au taquet, c'est le truc qu'on dit à Toulouse pour dire beaucoup. Il faut que je fasse la traduction. Mais ouais, tu vois, le truc de potentiel inassouvi à la fin de la vie, c'est drôle en fait de pouvoir voir tous les traits de caractère communs qu'ont les gens qui entreprennent. C'est vrai. Tu vois, moi, dès que je rencontre des gens sur Dubaï, je suis toujours surpris de voir toutes les similitudes qu'il peut y avoir entre l'ambition des gens, leur philosophie sur plein de choses. Ta question, c'était par rapport au fait d'avoir des regrets à la fin de la vie, si j'y pensais. Ouais, est-ce que tu penses à tes derniers jours et à ce qui va être vraiment, vraiment important pour toi? Moi, je trouve que c'est un exercice tellement puissant. Ah ouais, je suis 100% d'accord. Je l'ai fait la première fois quand j'avais 18 ans, j'avais lu « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Et dans ce livre, il t'explique que c'est important de faire une mission personnelle. Et il y a un exercice d'un autre livre que j'avais tiré des 7 habitudes qui réalisent tous ceux qui s'entreprennent, où là, l'auteur, Stephen Covey, il nous demande de nous mettre dans un schéma où on est le jour de notre enterrement, toute notre famille est là à nos funérailles, et concrètement, qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle dise de nous, qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle se souvienne de nous. Et ça m'a énormément aidé parce qu'à 18 ans, ça m'a permis d'avoir une vision claire sur le sens que je voulais donner à ma vie. C'est un exercice qui n'est pas évident parce que ça demande une vraie introspection et ça demande de vraiment se projeter. Mais ça apporte tellement de clarté et je trouve ça génial de pouvoir avancer, tu vois, avec la fin en tête, en sachant qu'on n'est pas éternel, qu'on va tous mourir et que du coup, il faut faire en sorte que, tu vois, ça compte et qu'on se bouge, quoi. Complètement, c'est trop ça. Mais vraiment, c'est trop ça. C'est de se rendre compte qu'on n'est pas éternel et avancer avec la fin en tête, c'est une bonne phrase, je trouve. C'est trop vrai. Ça te permet, je trouve, d'aller à l'essentiel, de savoir ce qui est vraiment important et de sortir de ce qu'on se disait, les problèmes d'être humain qu'on a et de se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand que ça. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais... Est-ce que tu sais ce que tu aimerais à la fin de ta vie? Déjà, j'aimerais me dire que... Mais en fait, le problème, c'est que là, je sens et je considère que je suis à ça de mon potentiel. Et du coup... C'est-à-dire ça, c'est que t'es proche ou que t'es... Non, je suis trop peu, trop peu, fait. Okay. Et du coup, je pense que la première chose que j'aimerais, c'est me dire que j'ai donné le meilleur que je pouvais donner dans tous les domaines de ma vie, tu vois. En fait, j'ai vraiment envie d'arriver à la fin de ma vie et de me dire oui, je suis devenue riche, oui, j'ai eu tout ce que je voulais, oui, j'ai touché des millions de personnes, etc. Mais quel être humain je suis devenue dans tout ça? Parce que pour moi, c'est ça qui compte, en fait. C'est qui est-ce que tu deviens
sur le chemin pour avoir tout ce que tu veux, d'extérieur. Et moi, c'est ça qui m'impressionne chez les gens, en fait. C'est, tu vois, les personnes qui sont sur ce chemin-là, qui ont beaucoup d'ambition, qui ont faim, qui ont soif, qui ont envie de croquer la vie, de tout donner, de vivre tellement de choses, d'avoir tellement d'abondance à tous les niveaux, financier, social, tout ce que tu veux, mais qui, en même temps, sur ce chemin, deviennent des êtres humains exceptionnels, tu vois, des êtres humains qui savent traiter les autres, qui savent considérer les autres, qui voient les autres, qui incluent les autres, qui donnent généreusement. Et ça, franchement, c'est vraiment ce que je veux me dire à la fin de ma vie. Je veux me dire que j'ai donné plus que j'ai pris et que ma vie, tu vois, ma vie extérieure matérielle, c'était juste le reflet de ma vie intérieure. Tu vois, je veux que ma vie intérieure soit aussi riche que ma vie extérieure, je pense. Et pour développer cet aspect intérieur de ta vie, est-ce que tu as des bonnes pratiques ? Comment est-ce que est-ce que tu arrives à le mesurer ? Ouais, c'est une bonne question. Franchement, c'est une bonne question. Je pense que c'est pratiquer la connexion avec Dieu que j'ai déjà dans un premier temps. Prier, tu vois, j'adore prier. Moi, ça me fait énormément de bien. Méditer, respirer, être en pleine conscience. Mais c'est aussi les rapports que j'ai avec les autres, je pense. Vraiment, tu vois, comment je traite les autres. Parce que je trouve que dans tout ça, il peut y avoir... Moi, je sais que souvent, je fais très attention à mon ego, en fait. Parce que je sais que j'ai un ego assez important, tu vois. Et je pense que quand on a beaucoup d'ambition, on peut avoir aussi beaucoup d'ego dans tout ça. Et c'est très bien, et ça sert. Mais c'est, me connecter à Dieu, me connecter aux autres, me connecter à mon corps aussi. Je trouve que c'est une pratique presque spirituelle, tu vois. Faire du sport, faire du yoga, toutes ces choses, tu vois. C'est hyper trendy, c'est très à la mode, mais en vrai, il y a vraiment quelque chose de profond là-dedans, si tu le comprends, tu vois. Ouais, donc, c'est intéressant. Tu as à la fois cette dimension de réussite, de pouvoir gagner de l'argent, etc., mais sans oublier pour autant de rester connecté à toi-même, à tes valeurs, aux gens que t'aimes, et au final, vivre une vie dont le processus n'aura pas été douloureux de A à Z parce que tu es resté à l'écoute de tes besoins. Et je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense que c'est... Moi, en tout cas, je trouve que la puissance d'un être humain, elle est là. En fait, j'ai pas envie d'avoir du pouvoir extérieur, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, etc. Même si je veux avoir toutes ces choses, je trouve que ce qui est dur, c'est rester humble, être... c'est ça qui est impressionnant. C'est pas... Parce que gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup de choses, etc., tout ça, c'est... T'as un cerveau, tu fonctionnes normalement. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Mais rester un être humain, un bon être humain, tu vois, traiter les gens avec considération, ne pas voir les gens comme moins que toi ou plus que toi aussi, tu vois, c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est vraiment dur, tu vois. Je suis 100% d'accord. J'ai 2 targets, en fait. J'ai la target chiffre d'affaires mensuel qui me tient en haleine. Je vais faire 1 million par mois cash collecté. Et la deuxième, c'est 10 millions patrimoine. C'est trop bien. Après, je sais pas ce que je ferai. J'ai aucune idée. Il faudrait que je réfléchisse encore. Mais... moi, je pense qu'après, tu auras un objectif encore plus élevé. Mais je pense honnêtement qu'il y a un stade où je vois beaucoup d'entrepreneurs arriver à ce stade où, comme tu dis, tes besoins, en fait, sont largement, entre guillemets, satisfaits. Et donc, tu vas chercher encore plus de sens, encore plus d'impact, encore plus de connexion avec les autres, d'influence aussi, tu vois. Il y a quelque chose de beau à se dire que tu peux influencer les gens positivement, tu vois, et que, du coup, tu les impactes d'une certaine manière. Je pense que c'est ça qu'on va chercher après. Ouais. Mais bien sûr, tu vas chercher plus de chiffres aussi, mais c'est peut-être pas... De toute façon, je pense que tu es déjà à ce stade où tu vas chercher quelque chose qui a plus de sens pour toi, je pense. J'en ai besoin. Tu vois, Yomi, par exemple, son objectif, lui, c'est de devenir milliardaire. Moi, je ressens pas que c'est le truc qui me rendra le plus fulfilled et heureux quand je me retournerai. Donc, c'est vrai que c'est important d'arriver à trouver l'équilibre entre des objectifs précis, chiffrés, mais aussi une vie qui est faite de sens, quoi. Ouais, totalement. Pas se retourner avec des regrets. Et tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans mes derniers jours, qu'est-ce que je veux avoir accompli
Toi, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis toi. Hein. Je pense qu'on a beaucoup de valeurs qui sont communes, mais j'ai envie d'exploiter l'intégralité de mon potentiel. Ouais. J'ai envie d'avoir des œuvres caritatives aussi et d'avoir un impact sur un large groupe de personnes. J'ai envie de pouvoir inspirer énormément de gens au travers de mon contenu et les aider à changer de vie, à moins souffrir, tu vois, que ce soit sur le plan financier ou autre. J'ai envie, dans tout ce processus, de rester humble, de rester proche de Dieu. J'ai envie de pouvoir aider ma famille au maximum et de les rendre heureux, tu vois. Ma mère, elle a beaucoup donné pour mes frères et moi durant notre éducation et aujourd'hui, je sens que c'est mon devoir, tu vois, de prendre soin d'elle maintenant et de faire en sorte qu'il lui manque rien. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi et je pense que si j'arrive à faire toutes ces choses-là, je serai vraiment fier de moi à la fin. Est-ce que tu penses pas que tu as réussi déjà, d'une certaine manière, à les faire à un certain niveau? De quoi tu parles? Bah, est-ce que tu penses pas que là, déjà, à un certain niveau, tu as réussi à... T'arrives à être humble, t'arrives à te connecter à Dieu, à aider ta famille, j'en suis presque sûre que tu les aides. T'en parles souvent en plus de ta famille, de ton frère et de... T'as un frère, c'est ça? J'ai 2 frères, ouais. T'as 2 frères, ok. Ouais. C'est toi le plus grand? Non, moi je suis le moyen. Ah, ok. Ouais. Je monte pas... C'est drôle parce que, tu vois, quand on était petit, c'était mon grand frère qui avait le lead sur tout et qui nous a toujours tiré vers le haut, mon petit frère et moi, que ça soit dans le sport, dans les études et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que mon parcours, ça l'inspire, tu vois, et que... Pas qu'on switch de casquette parce que je lui laisserai toujours la place du grand frère. Et moi, tu vois, mais je sens que je l'inspire et que lui aussi, il a envie d'entreprendre, donc c'est cool. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Vous avez combien d'années de différence? Alors, mon grand frère, il est de 96, donc on a 4 ans d'écart. Ok. Mon petit frère, il est de 2002, donc on a 2 ans d'écart. Et pour la petite histoire, j'ai aidé mon petit frère, c'est celui que je mets en avant souvent sur les réseaux sociaux, à démarrer un business en ligne. Et ouais, c'est cool, tu vois, de voir qu'au-delà, directement, aider les gens sur le plan financier en leur donnant de l'argent, tu peux aussi leur permettre de devenir de meilleures personnes, développer des compétences qui attireront l'argent à eux. Ouais. Ça aussi, c'est une vraie source de satisfaction, je pense. C'est encore plus de valeur, je trouve. Ouais. Parce que tu les aides à être indépendants. Ouais. Plutôt qu'à être dépendants de toi, tu vois. Et ça, c'est trop bien. De ouf. Toi, c'est quoi le rapport que t'as... Tu m'as parlé un petit peu du rapport avec ta famille. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi aussi de pouvoir... C'est trop important pour moi. Je me sens... Après, je me suis toujours sentie très responsable de ma famille. Surtout de... Je pense que je me suis sentie très responsable de ma sœur et de ma mère. Donc, je connecte beaucoup avec ton histoire, en vrai. Ça me parle beaucoup. Et ouais, en fait, je pense que c'est probablement le truc que j'ai le plus en tête quand je... En fait, j'adore l'argent et je suis très contente d'avoir des objectifs financiers, mais l'argent pour l'argent, c'est très vide pour moi, en fait. C'est qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que j'aide, comment est-ce que j'impacte, comment est-ce que je peux... Ça a été aussi une très grosse souffrance pour moi de changer de situation. En fait, il y a beaucoup de choses qui se connectent dans ton histoire. Et je pense que ça m'a beaucoup choquée et traumatisée de passer d'une situation... Après, j'ai eu un petit peu des montagnes russes de complète pauvreté jusqu'à très, très, très bonne situation, mais vraiment très bonne. Et d'un coup, bam, complètement redescente, on va dire. T'as vécu ça aussi? Ouais, complètement. C'était très marquant. Et tu sais quoi, je pense que peu de gens parlent de ça. Les gens, ils parlent beaucoup plus de... tu vois, l'ascension de passer de rien à tout, entre guillemets. Mais très peu de gens parlent de qu'est-ce que c'est d'expérimenter ce truc de... T'es sur un nuage, tout va bien, t'as un confort incroyable. Et d'un coup, bam, tu perds toute cette sécurité. Et comment tu le vis et qu'est-ce que ça te fait? Moi, je pense que c'est une bénédiction. Parce que ça permet à quelqu'un comme toi ou comme moi de se révéler, je pense. Ouais. Tu vois. Et si on n'avait pas vécu ça, peut-être qu'on n'aurait pas révélé qu'on serait pas sur ce chemin de révéler ce potentiel. Mais ouais, ma famille, c'est la chose la plus importante pour moi. Okay. Franchement, ouais. C'est une motivation dans complètement. tout entreprendre. Ouais,
Complètement. C'est ouf, toutes les valeurs qu'on a en commun. Ouais, grave. Franchement, pensais trop pas, hein. intéressant. Ouais, Ouais, bah ouais, c'est c'est trop stylé. intéressant, c'est trop cool. Trop bien. Et la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu dirais au petit Antoine s'il était là, devant toi? À la version de toi, Petit enfant. Antoine. C'est une bonne question. Je pense que je lui dirais de... Qu'est-ce que je lui dirais à ce petit mec? Imagine-le devant toi, là. Ouais, je le vois. Je sais pas, je pense que je lui dirais de croire en lui. C'est important de croire en soi. Parce que, tu vois, au départ, quand je me suis lancé, il n'y avait pas grand monde qui pensait que ce que j'allais faire, ça allait marcher. Même moi, pour être honnête, je pense que je suis un peu surpris avec le recul. Même si j'ai travaillé très dur pour avoir les résultats que j'ai et pour construire la vie que j'ai à l'heure actuelle. Je pense que je suis surpris d'avoir eu ce niveau de réussite-là aussi jeune. Donc je lui dirais d'être beaucoup plus ambitieux que ce que moi j'ai pu l'être, de vouloir beaucoup plus et puis de se donner les moyens après de réussir à atteindre ces ambitions-là en travaillant dur. Trop bien. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est une bonne phrase, ça, j'adore. Voilà. C'est vrai. Je pense que c'est la clé. Hein. Tu sais que ça, c'est. Je pense vraiment que si tu arrives à travailler sérieusement et à amener un peu de légèreté dans ce que tu fais, bah, c'est incroyable. Ouais. Tu n'es plus dans cette résistance. Crispation, frustration. Tu profites. Tu profites et ça marche beaucoup mieux en fait. Ouais. Bizarrement. Trop bien. Pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut trouver des informations aussi sur ton programme? Je vais mettre de toute façon tous tes liens. T'as Instagram, TikTok. J'ai tout. T'as tout. T'as YouTube. Hein. Okay. Je suis sur LinkedIn aussi, sur Twitter, YouTube. Donc, ils peuvent me suivre sur Insta ou YouTube. Ouais. C'est là où je pense que je mets le plus de focus. Donc, Insta, Trop YouTube. bien. Antoine Blanco sur Insta, sur YouTube. De toute façon, je vais mettre les liens. Ça marche. Merci, c'est gentil. Trop bien. Bah écoute, c'était un vrai plaisir. C'était trop cool, hein, j'ai kiffé de ouf. C'est vrai, merci pour moi l'invitation. aussi, c'était trop bien et hyper intéressant. Et merci aussi d'avoir parlé de sujets qui sont hyper importants et dont on parle pas beaucoup, donc c'est trop cool. Merci à toi. Merci, trop bien.